Alors, donc, je vais commencer par passer la parole donc, à Sandrine Oliveira qui va nous rappeler l'axe 2, donc sur la création d'environnements favorables à la santé et soutenants. Merci. Je vais remercier Dr Piquet parce que vous avez commencé à faire l'explication de cet axe. Donc, créer des environnements favorables à la santé et soutenants. Chacun de nous, tous les jours, on vit en interaction permanente avec différents environnements. Dans la rue, dans notre travail, à la maison, à l'école. Ce qui est important en démarche en promotion de la santé, c'est veiller que ces environnements physiques et sociaux ils soient sûrs, ils soient sécurisants, bienveillants, ils soient agréables. Importance aussi de veiller les uns sur les autres, de prendre soin des autres. On l'a bien évoqué ce matin après vos différents témoignages, de l'importance du lien social comme un déterminant majeur de la santé. Voilà ce que nous dit cet axe, l'environnement physique, l'environnement social. Je vais vous laisser la parole. Merci. Bonjour, je suis Tara Cordy, je suis responsable du pôle parcours de l'association Ensemble et par intérim, je remplace la directrice. Donc, l'axe dans lequel on intervient aujourd'hui avec Madame Dumont s'intitule « Créer des environnements favorables à la santé soutenants ». Qu'est-ce que ça signifie pour l'association Ensemble que je représente aujourd'hui ? C'est mettre en place des solutions de logement adaptées à chaque personne à un instant T. Pourquoi adapté à un instant T ? Parce que nous accueillons un public en souffrance psychique dont les troubles varient d'une personne à l'autre et qui n'auront pas le même besoin en termes de logement que celui-ci ou celui-là. C'est-à-dire que des personnes auront besoin à un moment donné d'appartements de transition ou thérapeutique avec un accompagnement en soins très soutenu. D'autres personnes, au contraire, auront besoin d'être dans un environnement plus individualisé, donc du logement individuel, toujours avec une présence du soin et un accompagnement, mais moins soutenu parce que leur autonomie et leur savoir habiter leur permettront d'être un peu plus libres, entre guillemets, libres au sens de l'investissement dans la cité, de leur autonomie en logement. On a aussi des possibilités de proposer de l'hébergement en résidence. L'hébergement en résidence, ça permet de lutter contre l'isolement et favoriser le lien social dont parlait Sandrine Oliveira tout à l'heure. C'est aussi proposer des logements sécurisés, d'être réactif au niveau de toutes les conditions techniques pour que ce logement soit pérenne pour la personne, d'être en lien et à l'interface avec les bailleurs, les équipes de soins, travailler avec les mandataires, les familles. C'est aussi d'être à proximité de tous les services, enfin pour la personne qui est hébergée, tous les services de proximité, les supérettes, les accès au transport, etc. C'est aussi de pouvoir mettre à disposition des services d'aide et d'accompagnement à domicile qui vont entretenir ou concourir à l'autonomie ou alors à l'ouverture sur la cité pour des personnes plus en difficulté. C'est en d'autres termes une palette de services et de dispositifs adaptés à chaque personne, dont la condition sine qua non est l'adhésion de la personne à son projet, parce que s'il n'y a pas d'adhésion, nous pourrons proposer toutes les solutions d'hébergement et tous les projets de soins possibles. Il n'y aura pas de réussite en elle-même si la personne n'est pas partie prenante dans ce qui lui est proposé. Donc voilà, je vais peut-être laisser la parole. Non, pas tout de suite. Non, on n'a pas organisé comme ça. Juste historiquement, comment est née l'association Ensemble a été créée par le Centre psychothérapique de Nancy pour proposer au départ une alternative à l'hospitalisation en proposant des activités au départ. Et peu à peu, se sont développées des offres de logement en fonction de toutes les situations et toutes les pathologies rencontrées, en mettant en place des appartements thérapeutiques, des appartements collectifs regroupés, en créant des résidences sociales, des pensions de famille, des logements individuels dans la cité. L'histoire fait qu'on a une relation privilégiée aujourd'hui avec le CPN du fait d'être une émanation, une création du centre psychothérapique de Nancy.
Merci. Madame Dumont, je vais vous passer la parole un petit peu après. Je vais demander juste à votre voisin de gauche, voilà, Jean-Charles Verret, de présenter donc la maison des usagers du centre hospitalier de La Fontaine à Saint-Denis. Merci beaucoup, Aude. Donc, je vais vous présenter très rapidement un projet de partenariat qu'on a installé entre l'hôpital de Saint-Denis, donc en Seine-Saint-Denis, dans le 93, l'Université Paris 13 et les citoyens du territoire. Ce projet, il est né en fait d'un terreau assez favorable qui réunissait une réalité un peu sociétale, qui était, alors ça a été évoqué, tout le mouvement de mobilisation des citoyens, des associations de patients, largement appuyé dans les années 90 par l'impact de l'épidémie de VIH. Un contexte légal qui était favorable, avec notamment la loi du 4 mars 2002, avec une circulaire de la DHOS, de la Direction de l'Hospitalisation et de l'Offre de Soins en 2006, qui instaurait, qui balisait un petit peu les missions, le périmètre des maisons des usagers, et puis un contexte local qui était donc la Seine-Saint-Denis avec de grands écarts sociaux, de grands facteurs de vulnérabilité, ne serait-ce liés à la précarité sociale et liés à la multiculturalité. Tout ce terreau, il était assez favorable pour monter et pour se dire, et c'est vraiment une mobilisation, alors non pas communautaire mais collaborative, puisque c'est parti des professionnels de santé qui se sont fait les relais des besoins exprimés par les usagers de l'hôpital, les patients en particulier, de dire arrêtons de faire, ouvrons l'hôpital comme autre chose qu'un lieu de soins pour en faire un lieu qui parle plus largement donc de la santé. Du coup, pour ne pas en faire une coquille vide, on s'est dit il faut qu'on travaille sur le fond et sur la forme. Sur le fond, c'était de réunir l'ensemble des personnes qui étaient impliquées par cette question de la maison des usagers, qui est un lieu à l'intérieur de l'hôpital, animé par des associations de patients, ça c'est la DHOS qui nous le dit dans la circulaire, et qui est un lieu pour faire de l'accueil, de l'information, de l'orientation des usagers du système de soins dans l'hôpital et dans son périmètre. Donc on a réuni les 5 grands partenaires, les politiques, les professionnels, les usagers de l'hôpital, les experts, les financeurs, de manière à pouvoir travailler ensemble. Réunir les gens, ça ne suffisait pas. Le collaboratif, on s'est rendu compte que l'énoncer, c'est bien, le faire, c'est mieux. Donc on a utilisé des techniques, des termes d'animation qui sont basés sur les grands principes de la collaboration interprofessionnelle. J'insiste sur le terme professionnel et sur le terme inter, c'est qu'on a fait travailler les gens ensemble dans une logique de professionnalisation, c'est-à-dire qu'on a estimé que chaque personne avait une expertise à un niveau professionnel au sens des sciences de l'éducation, et on les a fait travailler ensemble. C'est long et c'est pas long, ça a pris 2 ans de travail régulier. Les usagers ont décidé qu'il y aurait une réunion mensuelle tous les premiers mercredis du mois de 17h à 18h, et on a fait travailler les gens avec des pratiques collaboratives. Le résultat, au bout de 2 ans, et pour relier avec l'idée de l'environnement, vous parliez de l'environnement physique et de l'environnement au niveau de la société, les usagers ont commencé à dire on veut un projet architectural qui nous ressemble. Donc on a travaillé avec un cabinet d'architecture d'intérieur qui a travaillé en mécénat de compétences avec nous. Ça a été son engagement citoyen. Et on a travaillé avec les usagers sur qu'est-ce que c'est une maison. Qu'est-ce que ça représente pour vous une maison. Donc ce projet architectural, je n'ai pas de photo à vous montrer parce que les travaux sont en train de se finir. Donc il va voir le jour. Normalement, on donne les clés à la fin de l'année. Mais par exemple, c'était intéressant de voir comment les gens, dans cet espace de travail, ont pu échanger sur leur vision de l'environnement dans lequel ils allaient travailler ensemble. Je pense aux usagers, aux professionnels et aux gens qui venaient de l'extérieur, qui étaient la Cité de la Santé, par exemple, à Paris, et qui nous accompagnent sur l'accompagnement documentaire, sur la question de la sécurité. Une maison, ça amène de la sécurité. Très bien, tout le monde est assez d'accord là-dessus. Sauf que l'idée de sécurité n'était pas la même pour les uns et les autres. C'est-à-dire que les professionnels disaient « Ah ouais, la sécurité, c'est important, parce qu'à Saint-Denis, les mecs, ils arrivent avec des bombes lacrymogènes aux urgences, et puis il y a des flingues qui passent. » Et un usager qui dit « Mais la sécurité, c'est pas du tout ça. Saint-Denis, c'est pas pire que se promener rue de Rivoli un samedi soir, ou se promener au Halles, ou se promener dans des cités sensibles. » C'est-à-dire que la sécurité, c'est se sentir bien chez soi avec les gens qu'on aime.
Et à partir de là, on a pu commencer à travailler sur des visions réciproques et du coup de construire des activités. 2 ans plus tard, c'est 10 associations de patients et 5 associations de santé et hors santé qui travaillent ensemble de manière régulière sur des activités qui ont déjà commencé avant que les travaux soient finis. On s'est dit, on y va. Donc c'est des permanences, c'est des événements ponctuels. Et puis dans les projets, on tient à ce que l'environnement qui amène les gens à évoluer aussi, tous les bénévoles qui vont intervenir dans la maison vont suivre une formation de 2 jours, puis des formations complémentaires, soutenues par l'Université Paris 13, par le fait que chaque bénévole va recevoir une attestation de l'université, avec une ouverture vers des crédits universitaires, et puis des recherches collaboratives qu'on organise au sein même de la maison des usagers, avec les personnes qui ne seront plus des objets de recherche ou des sujets de recherche, mais les acteurs de la recherche. Merci Jean-Charles pour cette présentation brève. Donc entre les deux projets qui sont présentés, le trait d'union, donc c'est la maison, on a bien compris. C'est se loger, c'est un des axes importants de la promotion de la santé, avoir effectivement un chez soi. Alors je vais passer la parole à Madame Dumont. Madame Dumont, vous habitez depuis plusieurs années dans la résidence Chevert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les services qui vous aident, pourquoi vous vous sentez bien dans cette résidence, mais peut-être aussi ce qui vous manque parfois? Oui, en fait, ça fait un peu plus de 4 ans que je vis à la résidence Chevert. Et mon admission a été la solution qui m'a permis de me relever après un long épisode difficile. En fait, j'étais plus du tout en capacité de rester seule chez moi, donc d'assurer les tâches ménagères, de gérer le quotidien. Donc, il s'avère que mes proches, ma famille n'était pas toujours en capacité de gérer la situation et qu'au niveau de l'hébergement, il n'y avait pas de solution à ce niveau-là, puisque la famille ne peut pas toujours pallier aux problèmes d'hébergement. Donc, du coup, j'avais plus suffisamment d'autonomie pour vivre seule, mais il me fallait une autonomie relative. Donc mon arrivée à la résidence Chevert s'est annoncée comme une bouffée d'oxygène. Cela a répondu parfaitement à mes besoins. Je m'y suis sentie très vite bien intégrée. La vie à la résidence me convient parce que je ne supporte pas la solitude. Donc la présence des 3 professionnels qui y travaillent est bienvenue, rassurante. Je recherche régulièrement leur présence. Je peux passer du temps avec eux pour échanger. Ils sont d'une aide précieuse. Ils accompagnent les résidents au quotidien. Ils gèrent le fonctionnement du groupe, de la résidence et mettent en place des activités. Il y a aussi la présence des autres résidents qui permet de rompre avec la solitude. Il règne une bonne ambiance. Évidemment, on a des affinités plus importantes avec certains locataires qu'avec d'autres, mais on a aussi de bons moments. On y fête les anniversaires, les fêtes de Noël et ces choses-là. On prend nos repas ensemble le midi. Nous avons aussi des contacts et des échanges avec la résidence Colombet de Pont-à-Mousson. Donc ensemble, nous participons à des activités. Nous partons aussi en séjour mutuellement. Donc il s'est tissé des liens entre les 2 résidences et ça, c'est important. Donc, sinon, j'apprécie donc aussi toutes les activités, les sorties qui sont proposées. Je participe en général à toutes. Je ne manquerai pas non plus les séjours vacances qui sont organisés. Ils permettent de s'évader un peu, de vivre des expériences nouvelles, de découvrir autre chose. Donc, la résidence est en fait pour moi une solution qui me semble idéale parce que je ne vois pas encore à l'heure actuelle ce qui pourrait me convenir d'autre. Donc en conclusion, je pourrais donc juste dire que la vie à la résidence m'offre un cadre qui aide à la stabilisation de ma maladie. Mais je pense aussi que cette solution serait la meilleure pour beaucoup d'autres personnes se trouvant dans la même situation que moi. Et je trouve qu'il est bien dommage que des structures comme celle-ci soient si peu nombreuses. Merci. Merci de votre témoignage. Vous avez expliqué qu'une maison, c'est plus qu'une maison, en fait.
Une maison, c'est des relations sociales, c'est un sentiment de sécurité, c'est des possibilités de rencontres, de découvertes et de cheminer de manière plus adaptée peut-être. Je vais revenir vers l'expérience de l'autre maison, donc la maison de Saint-Denis, Jean-Charles. Vous avez expliqué un peu comment vous avez intégré les habitants à la réflexion collective. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les 5 axes de travail qui ont été mis en place ? Alors, la première rencontre qu'on a organisée, c'était vraiment une réunion très largement communiquée sur le territoire. Il y a eu 60 personnes qui ont assisté et on a défini avec eux qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Donc les 5 axes de travail qui ont été définis par les personnes qui étaient présentes, qui étaient des usagers de l'hôpital, qui étaient des citoyens non usagers de l'hôpital, qui étaient des soignants, qui étaient des politiques. Ça a été, premièrement, c'est l'architecture. Il faut qu'on construise la maison. Ensuite, les activités qu'on va faire à l'intérieur. Le financement, comment est-ce qu'on va pouvoir les financer. Le partenariat institutionnel, qui était mis avec les gens. Et le 5e, je l'ai mangé, ce qui est terrible. Voilà, c'est la promotion des activités qui est effectivement pour l'instant notre maillon faible, puisqu'on s'est dit, il faut qu'on priorise. Et les gens ont dit, avant de communiquer, il faut qu'on construise la maison. Donc on a travaillé de manière un peu graduelle, et c'est vrai que ce sont souvent des dynamiques qui sont longues, et il faut pouvoir prendre le temps d'être patient et de se dire, et là on voyait que les gens qui voulaient construire la maison, alors entre celui qui veut, je ne sais pas si vous avez fait des rénovations chez vous déjà, mais entre l'architecte qui veut aller vite, le compagnon ou la compagne qui veut de la tapisserie plutôt que de la moquette, etc., les logiques ne sont pas toujours les mêmes. Donc on a dû travailler là-dessus, et le temps a été un atout pour nous. Ce qui était intéressant dans la réflexion, enfin dans les échanges qu'on a eus pour préparer cette intervention, c'était l'idée de créer une maison dans un hôpital, mais qui ne soit pas à l'hôpital, quoi. Voilà. Ouais, c'est ce que les gens voulaient vraiment. Ils ne voulaient pas quelque chose qui ressemble à un hôpital. Ils ne voulaient pas un lieu qui ressemble à un lieu de consultation, qui leur rappelle l'hôpital, mais qui sécurise leur venue à l'hôpital. Je crois qu'au départ, les gens, enfin nous les premiers, enfin l'ensemble, on n'avait pas conscience de l'impact que ça allait avoir. Et on voit des gens maintenant, même sans que les travaux soient finis, les murs sont blancs, donc ça fait un peu hôpital quand même, viennent là en disant, mais on vient faire un crochet par la maison des usagers. Parce que, et là il y a quelque chose qui est en train d'émerger, que j'évoquais hier soir, qui est intéressant, c'est qu'à l'hôpital de Saint-Denis a commencé une consultation transgenre pour des gens qui sont en transformation de sexe. Et c'est les personnes qui étaient dans cette démarche disaient on veut pouvoir échanger avec des gens hors de questions cliniques, dans un environnement qui ne nous rappelle pas l'hôpital parce que c'est hostile, c'est dangereux, ça nous fait peur, ça nous fait mal. Et la maison des usagers est devenue cet espace-là, dans lequel les autres personnes aussi acceptent de faire rentrer chez eux de nouveau. Et sur l'empowerment dont on parlait ou sur l'engagement, c'est que la maison a amené les gens à découvrir des capacités qu'ils ne se connaissaient pas. Alors ça, c'est de l'empirisme, pour l'instant, on n'a pas objectivé les choses, mais des usagers qui disent maintenant, je commence à prendre la parole en réunion. Un monsieur qui est arrivé en disant, mais je ne sais pas ce que je viens faire ici. On m'a dit de venir, je viens. Et ben là, c'est, tiens, moi, je vais pouvoir vous mettre en contact avec un copain qui est couturier et qui va pouvoir faire les coussins. Et puis ça commence comme ça. D'où notre engagement de l'université de dire comment on peut valoriser et reconnaître cette évolution des personnes dans un cheminement qui les renforce. Donc on va suivre avec intérêt le projet et voir les recherches, ce que ça va donner. Je redonne la parole aux citoyennes et aux citoyens. Donc on a tous une maison. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces deux expériences-là ? C'est pas vraiment une question, peut-être plus une remarque. Est-ce qu'effectivement, dans cet objectif de promouvoir la santé mentale, le but n'est pas quand même à moyen et à court terme de justement faire en sorte de
décloisonner ou là c'est bien d'axer effectivement vos actions sur le logement, mais peut-être de faire en sorte que justement, entre guillemets, tout ceci ne soit pas forcément rattaché aux hôpitaux psychiatriques et aux CPN en particulier. Les maisons des usagers, c'est très bien, mais beaucoup de personnes ne se rendront pas effectivement au sein d'un hôpital psychiatrique s'ils ne sont pas eux-mêmes concernés pour s'investir auprès des différentes associations qui y siégeront. Donc le but, c'est bien aussi effectivement qu'il y ait des résidences spécialisées ou des hébergements spécialisés, mais est-ce qu'il ne faudrait pas encore davantage développer, je ne sais pas, les partenariats avec les différents bailleurs sociaux pour permettre aussi aux personnes qui souffrent de handicap psychique, mais qui ont la capacité de vivre en autonomie, de pouvoir aussi avoir un accès effectivement peut-être facilité au logement individuel. Merci. Peut-être Madame Cordy, oui. Alors, je ne l'ai peut-être pas indiqué dans mon intervention brève de tout à l'heure, mais nous, on travaille en lien étroit avec tous les bailleurs sociaux du territoire que l'on couvre. Et on a des personnes qui sont sous-occupants, puisqu'on fait de l'intermédiation locative et nous sommes locataires en titre, de logements sociaux pour basculer à terme, lorsque l'autonomie et lorsque toutes les conditions sont réunies, pour aller vers un bail glissant. Donc, on essaye de travailler autant que faire se peut avec tous les partenaires du territoire parce qu'à un moment donné, la personne que l'on héberge va être amenée à fréquenter un des services du territoire, que ce soit les maisons départementales de la solidarité, les CMP, les services, les maisons de la justice, enfin tous les services qui sont sur son territoire d'habitation. Et c'est important parce que je parlais tout à l'heure de services de proximité. C'est pas seulement de mettre des personnes dans des logements à proximité des lignes de tram ou de supérette, c'est aussi de réunir toutes les conditions pour qu'ils s'investissent dans le territoire dans lequel il va vivre. Et ce territoire, il faut qu'on accompagne justement son investissement, d'où la notion tout à l'heure de sécurisation du logement. La sécurisation du logement, elle passe à la fois par le cadre de vie intérieur, c'est-à-dire les murs, mais aussi par tout ce qu'il y a autour. Et on travaille en lien étroit avec tous les bailleurs, qu'ils soient privés ou sociaux. Est-ce que vous pouvez, je ne sais pas si tout le monde, excuse-moi Jean-Charles, si tout le monde sait ce que c'est qu'un bail glissant, qui n'est pas un toboggan en fait. C'est dans le cadre d'une intermédiation locative où l'association est locataire en titre, d'aller vers une autonomie et une prise effective de la personne du bail à son nom propre, et d'être le seul et l'unique signataire et responsable du logement. Et ça s'accompagne puisque au moment de la signature de ce bail glissant, il y a un accompagnement durant les 6 premiers mois au maximum, voire plus quand la personne demande, pour peu à peu le laisser être maître de toutes ses charges, de toutes ses relations, de l'identification et la mise en place de relais. Donc ça s'organise, ça ne se fait pas comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça un bail glissant, parce qu'on l'accompagne à partir du moment où on a identifié la possibilité de le mettre en place et où ça va se mettre en place. Merci de la précision. Je veux bien vous dire sur cette idée effectivement de décentralisation, parce que je trouve qu'elle est majeure, que l'environnement il va se construire déjà dans sa proximité par rapport à ce qu'on est et aux compétences qu'on peut avoir. La vigilance, à mon avis, c'est effectivement à un moment donné de créer du voisinage et d'aller vers les partenaires qu'on ne connaît peut-être pas forcément, encore, on les connaît comme ça dans les textes, mais de créer du maillage. Et à partir de ce point, qui est notre centre, qui est central, c'est de pouvoir créer un maillage et du coup le centre il s'éclate. Mais je suis d'accord avec vous, il y a une réflexion sur est-ce que les maisons des usagers doivent être dans l'hôpital ? Mais à un moment donné, les sortir complètement dans l'hôpital aurait tout en moins de sens que de les laisser dans l'hôpital, mais surtout de créer du maillage. Par exemple, sur les activités qu'on va créer avec des enfants sur les comptes et la santé, pour les enfants les plus éloignés de la santé, on va faire du partenariat avec les bibliothèques municipales. Sinon, ça n'aurait aucun sens. C'est philosophie qu'on retrouve un peu dans les semaines d'information sur la santé mentale, par exemple. C'est-à-dire tout ce qui permet de développer le maillage de partenariats locaux.
Est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont émergé dans vos cerveaux? Juste une petite remarque, comme je disais, sur les délais d'attente pour l'admission donc, aux résidences, comme la résidence Chevert, qui malheureusement reste très long. Et par rapport aux besoins, je pense qu'il y a vraiment un manque, il y a encore un grand travail de construction de ce type de résidence. Effectivement, c'est un gros problème, mais en même temps, ça ne l'est pas pour les personnes qui y sont, dans la mesure où ces résidences n'ont pas de durée maximale. Les personnes sont là pour se poser. Et c'est vrai qu'il y a une liste importante à Chevert notamment, et on commence à en avoir sur Lunéville également, voire sur Colombey prochainement. Mais on est sur un projet de construction d'une nouvelle résidence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on crée 20 places, on crée aussi 20 places de liste d'attente. C'est malheureux, mais il existe très peu de solutions. Et à chaque fois qu'on va essayer de combler en fonction des besoins qu'on a identifiés ou des listes d'attente qu'on peut avoir ou des personnes qui seraient susceptibles d'intégrer un dispositif comme celui-là, on crée aussi de fait une liste d'attente. On n'est pas maître des délais puisqu'on ne peut pas imposer à une personne de partir si elle est bien là où elle est. L'objectif, c'est quand même son bien-être. Pour info, les seuls départs que l'on a eus l'année dernière sur nos dispositifs, c'était 3 décès. Voilà. Voilà, c'est peut-être pas la solution pour régler le problème des listes d'attente, mais ça veut dire aussi qu'on se sent bien chez vous. C'est ça le problème. Bon, ben, c'est ça l'objet d'une maison aussi, c'est se sentir bien. Et puis, dans une maison, on mange aussi. Oh là là, cette transition. Donc, je vais vous proposer de faire la pause des voix.